Bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre conférence du Hub créatif de Verviers. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Donc le Hub créatif de Verviers, c'est une initiative de la ville de Verviers et de l'Interface à l'Université de Liège et plus particulièrement de Liège Créative. Alors cette rencontre conférence déroule en partenariat avec le réseau alimentaire de l'arrondissement de Verviers qui prône depuis 2017 une alimentation saine, nutritive et locale sur tout l'arrondissement de Verviers. Alors, depuis 2017 également, le Hub, toujours en partenariat avec le RATAF, met à la tribune cette thématique qui lui est chère. Et aujourd'hui, on a souhaité répondre à cette question, à ces questions. Donc, comment développer des pratiques agricoles durables? Quelles sont les actions concrètes qui peuvent se mettre en œuvre? Et pour répondre à ces questions, on a fait appel à 3 personnes que je remercie d'être là aujourd'hui, ce matin, et de prendre le temps de nous partager leur expérience. Alors, le premier regard sera porté par Anne-Sophie Hansen. Donc, elle est bio-ingénieure de formation et elle est chargée de mission au réseau alimentaire de l'arrondissement de Verviers. Elle a participé également au diagnostic agricole et alimentaire de cet arrondissement. On va croiser son regard avec Véronique de Herde, qui elle aussi est bio-ingénieure de formation. Elle est docteur en sciences agronomiques. Elle travaille pour Citra, donc un centre de recherche à l'UCL, spécialisé dans la transition des systèmes alimentaires. Elle va venir nous partager son expertise aujourd'hui. Et on a la chance d'accueillir Jean-Louis Neuville, qui est président de Pure Ardennes. Il a fondé un projet qui s'appelle le lait de la baraque, un projet collectif avec différents agriculteurs. Et donc, il va nous partager aujourd'hui matin son expérience. Bonjour à tous. Donc, je travaille pour le réseau alimentaire verviétois, notamment sur principalement les filières alimentaires agricoles. Donc, une des premières parties du travail qu'on a réalisé en collaboration avec l'équipe de Philippe Barret qui s'appelle Citra, dont Véronique fait partie, c'est qu'on a réalisé un diagnostic un peu sur le potentiel en fait de relocalisation de filières alimentaires sur le territoire. Parce qu'avant de se lancer dans l'aventure de vraiment réfléchir à relocaliser nos filières alimentaires, c'est dire bon, en fait d'abord qu'est-ce qu'il y a sur notre territoire et finalement aller à la rencontre des acteurs de terrain et tout ce qui compose notre paysage agroalimentaire. Donc, pour ça, l'étude, elle a permis donc de faire un diagnostic vraiment du potentiel agricole. Donc, de voir en effet le nombre d'hectares de surface agricole utile, les types de production, la typologie des fermes et également des outils de transformation et de distribution qu'on avait déjà localisés. Ensuite, on a pu du coup identifier 2 filières alimentaires qui ont vraiment un impact très important sur notre territoire. Alors, je ne vous cache pas que Tadam, le lait, en fait partie et c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Et puis alors, on a essayé d'élaborer certaines recommandations pour comment on peut finalement amener ces filières alimentaires à redéployer de la valeur ajoutée sur le territoire de l'arrondissement. Alors, pour que vous sachiez juste le contexte dans lequel on est, c'est que l'arrondissement, comme Karine l'a dit, c'est 20 communes. Hein, donc, je vais vous faire, je ne sais pas, ah oui, mince, ah si, on voit avec mon petit pointeur peut-être, donc c'est ici que ça se situe. Donc, on voit qu'on est à cheval entre à la fois la région herbagère du Pays de Herve et également la région ici de la Haute-Ardenne. Donc, typiquement, Vielsam, Malmedy, tout ça, c'est plutôt la Haute-Ardenne. Et donc, ce qu'on remarque ici, quand on voit la classification en termes de spéculation agricole, on voit qu'on est complètement sur de la production bovine, avec une grosse majorité de spécialisation lait. Et avec un peu plus au sud de l'arrondissement, on a du bovin mixte, parce que là, on est sur des herbages qui sont un peu plus, je vais dire, ouverts, avec une température qui est moins clémente pour certaines productions, notamment des productions céréalières. Et donc là, on va être sur du bovin qui fait à la fois de la viande et à la fois du lait. C'est ça qu'on appelle le bovin mix, sur les 2 spéculations. Sachant qu'une vache laitière, une fois qu'elle a fini de produire du lait, de toute façon, on en fait de la viande. Il ne faut pas non plus se leurrer. Ensuite, au niveau de la répartition de l'affectation des terres agricoles, donc ce qu'on appelle superficie agricole utile,
Donc ça, vous avez pu, en effet, Karine disait que c'était un chiffre qui me tenait à cœur, mais sur les, je veux dire, 35 000 hectares de SAU qu'on a chez nous, il y a 95% qui sont des prairies, enfin 94 pour être précis. Donc ça veut dire que notre paysage agricole est complètement herbagé. Donc quand vous venez sur notre territoire, c'est pas comme en SB où on peut avoir des grands champs de maïs ou d'autres types de production fourragère. Mais chez nous, c'est des prairies, quoi. Donc, c'est des prairies, c'est des haies, c'est du bocage, c'est vallonné. Donc, c'est vraiment une spécificité de notre territoire, puisqu'on est du coup un territoire herbagé. Et donc, ça veut dire que on produit de l'herbe. Et donc, si on produit de l'herbe, pour valoriser finalement la production d'herbe, généralement, le bovin qui est ruminant est parfait pour entretenir et valoriser notre terroir finalement agricole. Du coup, c'est pas pour rien qu'on soit une région très spécialisée en lait, puisque on a 95% de notre SAU qui est des prairies. Et alors, on a 5% qui n'est pas que du maïs, mais qui est plutôt maïs et céréales aussi, autres céréales qui sont à destination généralement de l'alimentation animale. Donc, on a du froment, épeautre et d'autres types de céréales qui constituent finalement les mix d'alimentation, principalement pour le bétail. Il y a très peu de céréales qui est produite pour la production alimentaire humaine. Et on fait très peu du coup de céréales panifiables, même si la filière commence un peu à émerger sur notre territoire. Donc, voilà un peu le paysage agricole, vous l'avez compris. Donc, ce que vous pouvez retenir, c'est essentiellement des prairies, un peu de terre de céréales et de maïs fourragé pour faire de l'alimentation animale. Et du coup, environ 800 fermes avec, je dirais, plus de quasi 80% des fermes qui ont des bovins et qui sont liées à un système d'exploitation de l'herbe, ce qu'on appelle les fermes herbagères. Donc, comme ça, vous avez un peu une idée de la typologie de notre territoire. Ce qui fait que ce n'est pas étonnant de vous dire que la filière laitière, c'est une des filières principales de notre terroir alimentaire. Donc, le lait, il peut être valorisé de différentes façons. Une des premières façons, ce qu'on appelle le circuit conventionnel, c'est-à-dire qu'il y a les agriculteurs sont liés à des laiteries. Des laiteries, il y en a 3 grosses laiteries qui sont actives sur notre territoire, notamment la laiterie des Ardennes ou encore la laiterie Wallorn qui a été maintenant rachetée par le groupe international Lactalis. Et donc, ces laiteries, elles viennent collecter de lait chez l'agriculteur. L'agriculteur a un contrat avec la laiterie et la laiterie va rémunérer l'agriculteur à un prix qu'elle-même détermine et ensuite va amener ce lait au niveau de son usine où là, le lait va être transformé en 3 produits majoritaires qui sont le lait UHT, donc c'est-à-dire ultra haute température, qui est en Tetra Pak et qu'on peut garder des mois dans notre cave. On a également la poudre de lait qui là va servir à différentes préparations de l'agroalimentaire. Et on a aussi le beurre conventionnel. Donc, au niveau de ce circuit, on remarque que finalement, alors je sais pas, voilà, donc ici c'est la production de lait par an sur notre territoire. Donc, on est plus ou moins à 250 millions de litres. Sachant que donc la plupart part au niveau des laiteries, donc je disais la laiterie de Wallorn, laiterie des Ardennes ou Milcobel, et va au niveau des industries agroalimentaires et puis commercialisée par des grossistes, centrales d'achat ou par la grande distribution. Sachant que dans cette filière-là, il faut se rendre à l'évidence que, alors les chiffres sont très difficiles à avoir avec certitude, mais on aurait tendance à dire que 95% du lait qui est transformé par ces laiteries serait exporté. Et donc, en fait, on produirait beaucoup de lait pour l'exportation, notamment, enfin ça, c'est dans les récentes lectures, la Chine serait un des grands importateurs de lait en poudre sur le marché international, donc il serait un grand importateur de lait en poudre européen. Une des raisons, alors après à vérifier, mais c'est que en Chine, c'est très mal vu de faire de l'allaitement, et donc le lait en poudre pour l'allaitement sera a priori un produit qui serait largement consommé. Du coup, on a un autre type de circuit qui est le circuit basé sur la transformation du lait à la ferme. Donc ici, c'est l'éleveur laitier qui lui-même, sur sa propre ferme, va transformer une partie de son lait, soit en yaourt, soit en glace, soit en fromage, et du coup, qui va vendre ses produits à la ferme ou sur les marchés.
Parfois, il peut également le vendre à travers des magasins de producteurs. Et ensuite, on a, et je ne m'étendrai pas sur cette initiative parce que Jean-Louis est là pour en parler, c'est un lait qui, lui, va être collecté par un transformateur local ou une petite coopérative, donc qui n'est pas la grosse industrie agroalimentaire, la grosse laiterie. Et ce lait, comme c'est le cas de la coopérative Pure Ardennes, il va ensuite du coup être transformé par cet opérateur et ensuite les produits vont être refournis à la coopérative de producteurs qui elle-même va se charger de sa distribution et finalement de développer son produit. Donc la coopérative reste maître finalement de sa filière. Ce qui n'est pas le cas quand l'éleveur vend son lait à la laiterie, qui vient chercher son lait, après, elle ne sait pas très bien ce qui se passe de son produit. Donc voilà. Donc Jean-Louis expliquera pourquoi ils sont passés à ce type de système et les avantages peut-être et les inconvénients aussi que ça encourt. Donc je vais vite, il y a beaucoup d'informations, donc le PowerPoint sera de toute façon disponible, donc c'est difficile d'essayer de vous donner les infos les plus pertinentes sans s'y perdre. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Du coup, simplement, ce qu'il faut comprendre dans le contexte de notre territoire aujourd'hui, c'est qu'on a, et je le redis, mais je trouve que c'est important, on a vraiment un système spécifique lié à l'herbe. Et donc, on ne va pas pouvoir en sortir. Enfin, demain, chez nous, on ne peut pas produire plein de légumes et tous nos céréales pour faire de la farine et toute autre chose pour aller dans cette idée d'autonomie alimentaire. On a un territoire qu'est-ce qu'il est, on a une région spécialisée en lait. Et donc, c'est comme ça. Et du coup, c'est ça qu'on doit, pour nous en tout cas, valoriser. Un des enjeux, c'est on remarque que plus on intensifie, plus on agrandit les fermes laitières, moins il y a de rentabilité. Donc, à un moment donné, les effets d'échelle arrivent à une limite. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a eu des investissements massifs parce qu'on a un peu dit aux agriculteurs, augmentez vos volumes. Et puis, mine de rien, à un moment, on arrive à des situations où l'agriculteur ne sait plus rembourser ses emprunts et le prix du lait chute. Et imaginez-vous, si vous produisez 1 million de litres de lait et que ça chute à peine même de 5 cents, je ne vous dis pas la perte financière que vous pouvez avoir du jour au lendemain. Donc, c'est vraiment dangereux de poursuivre dans cette intensification des fermes et l'agrandissement. Un autre enjeu, c'est pour nous de mettre vraiment en lumière le rôle de l'agriculteur dans la préservation de l'identité du territoire, puisqu'on est des herbages. Et donc, qui dit herbage dit potentiellement valorisation également de parcours avec des arbres fruitiers. Ça dit également implantation de haies pour la biodiversité. Donc, on remarque que sur notre terrain, on a vraiment une identité de territoire qui est forte et qu'on peut conserver. Et par rapport à d'autres régions, on n'a quand même pas arraché trop massivement les haies et les arbres. Et donc, on a encore cette spécificité et on peut encore la mettre plus en avant. C'est vraiment un rôle d'entretien du paysage. Et un autre contexte, un autre enjeu, c'est vraiment mobiliser le consommateur citoyen parce que le consommateur citoyen a un rôle à jouer dans la préservation des filières alimentaires sur son territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a 95% du lait qui est exporté et transformé sous forme de produits agroalimentaires, c'est également notre responsabilité. Sachant que par ailleurs, quand on discutait avec M. Cabet, Jean-Marc, qui disait par ailleurs, on importe 80% de nos fromages. Donc, imaginez un peu le paradoxe où d'un côté on produit du lait pour exporter en lait en poudre pour dire vite fait à l'autre bout du monde et de l'autre côté on va apporter du gouda qui est fabriqué dans des grosses usines notamment détenues par des Néo-Zélandais quoi. Donc il y a un moment donné c'est complètement schizophrène de se dire en fait on produit notre lait fait le tour du globe et nous on mange du fromage avec du lait qui fait le tour du globe et donc il y a vraiment une point d'attention à avoir là-dessus, c'est qu'on est partie prenante en tant que citoyen consommateur de l'évolution finalement de notre filière alimentaire et donc du coup l'évolution de notre paysage agricole, c'est-à-dire si demain les exploitations agricoles disparaissent, ce qui est quand même assez flagrant aujourd'hui en région wallonne, demain il n'y aura plus de vaches dans les prairies, il y aura peut-être plus de prairies et donc on pourra avoir tout un impact sur finalement notre territoire et notre terroir qui sera beaucoup plus important qu'on peut l'imaginer.
Et donc ici, des envies au niveau du réseau alimentaire vervétois, c'est vraiment d'essayer d'accompagner tout le secteur laitier pour favoriser des filières laitières qui produisent un lait qui est lié au pâturage et à l'herbage de notre territoire et qui également, du coup, produisent un produit qui peut être consommé localement et que les citoyens consommateurs se rendent compte de l'importance de consommer ces produits locaux pour préserver tout ce lien et toute cette diversité paysagère et soutenir nos agriculteurs. Donc, pour ça, il y a des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces de notre filière laitière. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans tout parce que sinon, ça va être un peu complexe. Ce que je veux juste dire, c'est qu'en termes de force de notre territoire, c'est qu'on est vraiment, je vais le redire, mais un territoire spécialisé dans une production laitière qui est liée aux prairies. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est lié aux herbages, il y a vraiment un moyen de valoriser l'herbe qui pousse sans devoir mettre plein de produits phyto, plein d'intrants extérieurs. Et donc, on a vraiment une capacité d'avoir une certaine autonomie dans la gestion des fermes sans dépendre de ce couple maïs-soja ou d'autres concentrés. Donc, il y a vraiment une façon de réfléchir la production de lait avec ce lien à l'herbage très, très fort qui va renforcer finalement la capacité d'autonomie de nos fermes laitières. Ce qui se passe aussi, c'est que dans les opportunités, c'est qu'on a une vraie identité territoriale qui est vraiment une région herbagère, production lait. Donc ça, on doit continuer à le valoriser, c'est-à-dire qu'on ne produit pas du lait dans des usines à lait où les vaches ne voient pas les prairies et sont alimentées par de l'alimentation principalement concentrée et sont juste des machines à produire du lait. Chez nous, il y a encore des vaches qui vont en prairie, il y a encore des agriculteurs qui ont des treilleuses, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais qu'ils ont installées sur des tracteurs, ils vont traire leurs vaches en prairie. Enfin, je veux dire, il y a encore un lien à l'herbage qui est fort et qui est assez en fait spécifique et qui donne une caractéristique à la fois au lait, mais aussi au fromage qui pourrait en découler. Donc ça, c'est vraiment à bien mettre en avant et renforcer cette identité territoriale. Alors, il y a des faiblesses, c'est que pour le moment, et je crois que Jean-Louis va pouvoir en parler, c'est que c'est pas si simple de faire du produit local et de se détacher du système agro-industriel. Il faut se rendre compte que quand on produit des millions de litres de lait, on est content quand la laiterie vient nous chercher une grosse partie de notre production, puis on peut peut-être garder une petite partie pour faire un peu de fromage à la ferme. Mais si on doit tout valoriser sur notre exploitation laitière, sachant que les gens ne viendront pas acheter du lait pasteurisé qui reste une semaine maximum dans leur frigo, on se retrouve quand même face à une quantité de lait à valoriser qui est énorme. Et donc, c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir se passer finalement directement des filières de l'agro-industrie. Et que ces filières, elles ont tendance à dire, si tu veux te passer de nous pour 3% ou 5% de ta production, en fait, nous, on n'est pas trop d'accord. Et donc, en fait, soit tu travailles avec nous pour tout, et donc, c'est-à-dire que tu nous donnes l'exclusivité de ton lait, soit tu arrêtes de bosser avec nous et tu te démerdes avec tes millions de litres. Donc, l'agriculteur, s'il voudrait faire ce qu'on appelle une transition, on sait qu'une transition, on ne fait pas à pas. Hein. Imaginez, demain, on vous dit, vous arrêtez de consommer de l'électricité, je veux bien voir comment on réagit. Par contre, si on dit, on va réduire notre consommation en électricité, c'est quelque chose qu'on peut entendre et qu'on peut envisager. L'agriculteur, ça va pas la même chose. Si on lui dit du jour au lendemain, ton lait, tu t'arranges et tu valorises tout seul, ou petit à petit, tu peux un peu améliorer une valorisation sur ta ferme, c'est pas la même chose, quoi. Et aujourd'hui, les grosses laiteries, elles n'entendent pas facilement quand l'agriculteur veut être en transition. Pour eux, c'est un peu blanc ou noir. Donc, c'est vraiment pas évident de se mettre en mouvement et Jean-Louis en a fait l'expérience. Et une des menaces, il y a plein de menaces sur le système agricole et qui ne sont pas que spécifiques à la filière laitière. Une des grosses menaces, c'est la spéculation foncière sur les terres agricoles. Donc ça, c'est un enjeu qui est commun à l'agriculture. Une autre, c'est qu'en fait, les modèles sont tellement difficiles, sont tellement lourds en fait à reprendre quand on a des fermes laitières avec des investissements dans des robots de traite, dans des herbages, dans des étapes, dans des mises aux normes, enfin bref, que
quand il y a un agriculteur qui souhaite arrêter, ce n'est pas si simple de retrouver un repreneur parce que céder le capital demande que le repreneur ait quand même un capital financier qui soit assez conséquent. Et donc, ce qu'on risque de voir apparaître, c'est que c'est des gros investisseurs ou promoteurs qui viennent racheter les fermes familiales du territoire et que finalement, on ait de nouveau une intensification et des exploitations agricoles de plus en plus grosses et qui servent uniquement à faire des usines à lait. Donc ça, c'est un peu les menaces, sachant qu'il y en a plein d'autres avec les changements climatiques et j'en passe. Sinon, on peut encore allez, y passer encore quelques heures. J'hésite à partir dans les freins et leviers à la relocalisation de la filière parce que je sais que Jean-Louis va en parler pas mal et j'ai pas envie du coup que voilà, j'ai envie de laisser un peu le suspense parce que finalement c'est avec des entretiens avec des acteurs de terrain comme ça qu'on a identifié ces freins et leviers. Donc je vais plutôt m'arrêter là, mais je sais que Jean-Louis va vous expliquer bien quels ont été ces leviers, ces moteurs, mais aussi les freins à sortir finalement du système de valorisation agro-industrielle et comment il a voulu relocaliser sa filière de lait. Anne-Sophie, si ça te va, Karine, je vais m'arrêter ici. Anne-Sophie, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, voilà. Mais écoute, tu peux peut-être déjà ouvrir le débat, c'est pas le débat, ouvrir le sujet et puis moi Ok, je si tu compléterai veux. comme ça, voilà, ce sera peut-être encore le dossier sera plus explicite. D'accord. Il y a Véronique aussi qui va parler de l'image. Donc, on peut... Il y a deux, trois freins, et j'en ai déjà exprimé, c'est la liaison des agriculteurs avec des laiteries qui demandent l'exclusivité. Donc, comme je dis, c'est vraiment compliqué de pouvoir sortir du système en transition. Donc, c'est vraiment du tout au tout, blanc ou noir. Et donc, ça, c'est un frein qui est quand même assez important. Il y a également, pour moi, la politique agricole commune, qui finalement, on est toujours dans du mainstream, on encourage toujours les agriculteurs à des investissements, de l'équipement. Donc, on est vraiment dans un système de formation, d'éducation centré vraiment sur augmenter le rendement laitier, de la génétique laitière, la productivité. Enfin, on a vraiment des discours qui restent encore de l'ultra conventionnel au niveau à la fois des politiques agricoles, mais également au niveau des écoles d'agriculture. Et on a dans le milieu agricole, je ne sais pas si c'est particulier au Pays d'Herve, mais il y a quand même beaucoup de réticence à sortir du cadre qu'on nous a appris, parce que si depuis des décennies, on produit du lait comme ça dans ma famille, c'est compliqué, moi, de me dire, mais en fait, moi, j'ai plus envie de faire comme ça, j'ai envie de faire différemment. Et du coup, il y a un peu l'héritage familial qui peut-être va pas être tout à fait d'accord avec notre optique. Et de deux, c'est aussi tous nos pères agriculteurs, c'est-à-dire tous les gens qui cultivent également la terre sur notre territoire, on peut avoir un peu être montré du doigt parce qu'on ne fait pas comme tout le monde, parce qu'on sort du rang, parce qu'on sort du cadre. Il faut se rendre compte que là, on est dans notre microcosme du développement durable et on trouve ça génial. Je crois que Jean-Louis pourra dire que quand il a commencé à faire différemment autour de lui, dans le monde agricole, je ne suis pas certaine que tous les agriculteurs qu'il connaissait l'ont encouragé et l'ont applaudi en disant vas-y, tu fais bien. Généralement, ils sont pris pour des fous et les gens les regardent en mode celui-là, qu'est-ce qu'il est en train de foutre? D'office, il va se casser la figure. Donc, c'est pas simple d'être pionnier dans ce monde et c'est toujours des pionniers. On n'est pas encore, on est tellement toujours dans le mainstream que toute initiative alternative reste encore aujourd'hui une initiative pionnière. Donc voilà, je crois que c'est les plus gros freins et qui peuvent être identifiés. Et puis les leviers, il y en a. Et ça, c'est Véronique qui va plus en parler, les leviers de la coopération et comment justement se mettre ensemble peut potentiellement aider à reprendre en main la valorisation de sa production agricole. Donc effectivement, donc moi je vais surtout vous parler en fait de mon travail de recherche doctorale qui portait sur les enjeux liés à l'action collective dans les trajectoires de transition et notamment dans les trajectoires de transition vers les pratiques agricoles différenciées. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis le lien vers la présentation globale de la thèse avec tous les aspects méthodologiques que je n'aborderai pas aujourd'hui, évidemment, pour des raisons pratiques et de temps.
Alors, en fait, cette thèse, elle est partie du constat qu'en fait, le secteur laitier wallon, comme Anne-Sophie l'a bien dit, il est confronté à des enjeux, celui de la rémunération des éleveurs, celui du bien-être animal et celui de l'impact environnemental et paysager des systèmes d'élevage. Et alors, nous, au-delà de tous les systèmes de subventions directes ou conditionnelles aux éleveurs qui leur permettraient de faire face à ces enjeux, on s'est demandé dans quelle mesure les filières de transformation du lait pouvaient agir sur ces enjeux, notamment à travers, par exemple, les trajectoires de diversification des productions, puisque comme Anne-Sophie l'a rappelé, aujourd'hui, on produit essentiellement de la poudre de lait, du lait de consommation et du beurre. Et donc, diversifier, voilà, ça peut se faire à travers le circuit court et ça peut potentiellement répondre à ces trois enjeux. Mais c'est des filières qui comportent des limites logistiques évidentes compte tenu de la quantité de lait qui est produite à l'échelle de la région wallonne. Et donc, nous, on s'est demandé ce qui était possible dans les chaînes de valeur longue, là où le lait est transformé dans les coopératives laitières et puis écoulé dans différents canaux de distribution. Et à ce niveau-là, évidemment, on peut faire ce qu'on appelle de la diversification industrielle, donc la création de nouveaux produits, mais dans ce cas-là, le lait reste une matière première standard. Alors même si ça génère de la plus-value, ça ne garantit pas du tout que ça offrira une rémunération supérieure aux éleveurs laitiers et ça n'a pas d'influence différenciante sur le bien-être animal et l'impact paysager et environnemental des systèmes d'élevage. Et c'est pourquoi nous, on s'est surtout intéressé à la diversification basée sur un lait de qualité différenciée. Un lait de qualité différenciée, c'est bien un lait qui possède des caractéristiques spécifiques en lien avec le modèle de ferme qu'il a produit, ce qui peut justifier une meilleure rémunération aux éleveurs et une influence déterminante sur des aspects de bien-être animal ou d'impact environnemental et paysager des systèmes d'élevage. Bon, on l'a déjà dit, voilà, les caractéristiques de production du lait wallon font qu'il y a un potentiel intéressant pour fabriquer un lait de qualité différenciée, puisque les surfaces enherbées, elles présentent de 70 à 90% de la surface agricole utile, et le lait produit à l'herbe, il possède des caractéristiques spécifiques, notamment nutritionnelles, gustatives, qui peuvent être une base intéressante pour produire des produits de qualité différenciée et que ça justifie alors en retour un soutien sur les trois enjeux précités. Alors en fait, nous, on a voulu penser ces trajectoires de diversification possibles comme un processus d'interaction. Donc on a considéré que les éleveurs étaient en interaction avec leur coopérative et les éleveurs dans leur coopérative étaient eux-mêmes en interaction avec un ensemble plus large, donc le secteur laitier, avec en aval les acheteurs et les marchés, et en amont, tout ce qui est fournisseurs de connaissances, donc y compris les écoles d'agriculture, fournisseurs d'intrants pour la production. Et donc, dans cet ensemble-là, en fait, la coopérative, c'est à la fois une association d'action collective, c'est évidemment un acteur qui fabrique et qui vend sur le marché, et enfin, c'est une institution de gouvernance coopérative où donc il y a des décisions qui sont prises, il y a des interactions humaines qui font qu'on prend des décisions stratégiques. Et toutes ces interactions, elles ont lieu à des micro-niveaux temporels et c'est la succession de ces micro-niveaux temporels qui déterminent des trajectoires sur une échelle de temps plus large. Et de toutes ces interactions peuvent émerger ce qu'on appelle des verrouillages, donc des facteurs qui font que certaines trajectoires sont plus difficiles à explorer que d'autres. Et voilà, donc c'est un peu ce qu'on a exploré dans le cadre de la thèse. Et alors, cette approche sur les interactions entre acteurs, on l'a déclinée en 4 objets. Le premier objet d'étude, c'est une analyse des trajectoires historiques des coopératives laitières wallonnes, ce qui nous a permis de mettre en évidence en fait des mécanismes dans le fonctionnement coopératif qui sont générateurs de verrouillage dans les trajectoires et notamment dans les trajectoires de diversification des productions et qui sont d'intérêt en fait dans n'importe quel montage coopératif qui peut être défini, que ce soit au niveau laitier ou ailleurs. Et en fait, quand je suis aussi historienne de formation, j'ai mobilisé cette compétence-là. Le deuxième objet d'étude, c'était finalement une réflexion qui est issue de l'analyse historique sur
tiens, mais en fait, il y a différents modèles coopératifs possibles et quels sont leurs avantages et leurs inconvénients et qu'est-ce que ça apporte par rapport à des trajectoires. Le troisième objet d'étude, c'est une réflexion sur la coexistence possible de modèles coopératifs comme support aux trajectoires de diversification. Et le quatrième objet, ce sont les exploitants laitiers en interaction avec leurs coopératives et leurs filières, et le tout débouchant sur des perspectives de recherche et de recommandations. Et donc pour commencer, les trajectoires historiques des coopératives laitières wallonnes. Pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai mis sur cette dia le lien vers le document d'analyse détaillé de cette trajectoire historique. Donc, voilà, pour vos longues soirées d'hiver, quand on sera de nouveau confiné, ça vous fera de la lecture. Alors, en fait, voilà, les laiteries coopératives wallonnes, elles ont évidemment fortement évolué. Elles étaient 68 entre 1948 et 1965. Elles sont 5 aujourd'hui à collecter sur le territoire wallon. Et donc, ces processus, ce sont des processus d'association qui ont été motivés par les évolutions technologiques. Il fallait suivre la course technologique par le biais d'investissements et par le marché commun des produits laitiers qui accentuait la compétition sur les marchés et qui ont forcé les laiteries à se regrouper pour y faire face. Et alors, en fait, en très résumé, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les laiteries ont rapidement rencontré des difficultés économiques et des tensions qui sont issues en fait des politiques européennes de réduction des excédents de production. Donc, en 1968, déjà le plan Mansholt, et en 1984, les quotas laitiers qu'on ne présente plus, et en fait qui ont induit, du fait que la Wallonie était quand même un territoire à faible densité de production laitière globalement, un impact sur l'approvisionnement en lait. Donc des difficultés économiques pour rentabiliser leurs outils industriels et une compétition pour le lait comme matière première. Et cette compétition, en fait, elle a révélé une forme d'ambivalence des éleveurs laitiers vis-à-vis de leurs coopératives. En fait, il faut savoir que l'éleveur laitier, dans la coopérative, il a un double statut. Il est à la fois investisseur des bénéfices résiduels, donc il doit veiller au développement à long terme de la coopérative. Il doit aussi livrer son lait. Et s'il n'est pas fort engagé vis-à-vis de la coopérative, forcément, il va avoir tendance à privilégier un prix du lait qui est fortement rémunérateur. Et ça dans tout le contexte d'évolution historique européen, ça a accentué des logiques de shopping. Donc, en fait, les éleveurs quittaient une coopérative pour une autre dès qu'elle offrait un meilleur prix du lait. Ça se faisait au détriment des capacités d'investissement. Et ça a accentué la compétition entre les laiteries. Et alors, analytiquement, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a eu toute une dynamique de cercle vicieux qui s'est mis en place et qui a été préjudiciable à des formes d'accord entre les laiteries coopératives pour mettre en place des stratégies de diversification des productions. En l'occurrence, en fait, donc voilà, les logiques de shopping entre les laitiers ont favorisé les compétitions entre les laiteries coopératives. Ça a généré des tensions parce que les laiteries étaient concurrentes vis-à-vis des éleveurs laitiers. Du coup, en fait, quand il y a eu des discussions sur le fait de s'associer pour investir conjointement dans des trajectoires qui permettaient de sortir de ces productions à basse valeur ajoutée, qui étaient à l'époque le lait de consommation, le beurre et la poudre de lait, en fait, ces discussions n'ont jamais abouti, alors qu'en fait, toutes les directions de laiterie étaient bien conscientes que c'était la stratégie à adopter. Du coup, en fait, en boucle, ça générait des difficultés économiques, des pertes de confiance des éleveurs, et cette perte de confiance accentuait encore leur ambivalence vis-à-vis du fonctionnement coopératif. Et donc là, il y a vraiment quelque chose dans l'interaction entre les éleveurs et la coopérative auquel il faut être attentif. Du fait de ces doubles fonctions, il faut vraiment que l'engagement de l'éleveur laitier vis-à-vis de la coopérative soit présent. Et pour ça, il faut aussi que l'éleveur ait confiance en la coopérative et confiance dans le fait que la coopérative réponde à ses besoins et à ses enjeux. C'est vraiment une tension qui est propre à n'importe quelle coopérative, en fait, à laquelle il faut être attentif. Et alors, du coup, voilà, dans toute cette historique, les coopératives, elles ont expérimenté différents modèles d'association. Et donc, en fait, on s'est un peu demandé voilà, quels enseignements on pouvait tirer de ça. Donc, alors, dans les associations entre laiteries, il y a ce qu'on appelle la coordination horizontale, où on a des laiteries qui, en fait, tout en restant des entités séparées, décident de collaborer. Elles peuvent faire des investissements conjoints, elles peuvent aussi faire des échanges de lait.
voilà, elle peut faire des investissements conjoints dans un outil ou dans une politique commerciale. À ce moment-là, on parle de coordination horizontale. Elles peuvent aussi décider de fusionner. À ce moment-là, ben, c'est une entité unique qui a ses outils de production et sa politique commerciale. Et alors, au niveau de l'organisation de la chaîne de valeur, on a aussi la différence entre l'intégration verticale, où donc la laiterie possède son outil de production, et ce qu'on appelle la coordination verticale, où la laiterie coopérative ne possède pas nécessairement son outil de production, mais a des accords de participation ou des accords de livraison préférentielle avec des transformateurs qui, eux, possèdent des outils de production. Et en fait, ben voilà, l'étude historique, c'était une mine d'informations sur les avantages stratégiques de chaque modèle en fonction du contexte et sur l'impact surtout de chaque modèle dans un contexte donné sur les éleveurs laitiers. Et donc voilà, les enseignements principaux qu'on a tirés de ça, ben, c'est que voilà, la coordination horizontale, donc le fait que les laiteries s'associent sur des projets mais sans nécessairement fusionner, ben, ça laisse la liberté à ce qu'il y ait des stratégies différenciées et donc que des enjeux de production sous-régionaux puissent être pris en compte. Et donc, c'est potentiellement favorable à l'engagement des éleveurs dans la coopérative parce qu'alors, du coup, ils se sentent potentiellement reconnus s'il y a une hétérogénéité des éleveurs. Mais il y a un risque, évidemment, c'est que dans ce type de modèle-là, il y a un manque d'alignement stratégique. Donc voilà, c'est un risque à prendre en considération. Et donc voilà, il y a des contextes qui sont ben voilà, plus adaptés à ce type de modèle-là, notamment ben, quand il y a une hétérogénéité et que c'est important que l'hétérogénéité des modèles de production soit reconnue. Et voilà, en particulier s'il y a un besoin de production non standardisée, ça peut être intéressant. Ce modèle-là peut être intéressant. Ben, à l'inverse, la fusion, ben, elle corrige un peu les écueils de la coordination horizontale. Ça permet une politique de groupe qui est bien unifiée. Mais en cas d'hétérogénéité, ben voilà, il y a le risque, et c'est ce qu'on observe dans certaines coopératives, c'est que voilà, les membres ne se sentent pas reconnus dans ce modèle-là. Et donc, voilà, c'est potentiellement défavorable à leur engagement. Et donc, voilà, ça, c'est un modèle qui fonctionne très bien quand on a des modèles de production très homogènes et s'il y a un besoin de production standardisée à large échelle. La coordination verticale, donc ça c'est au niveau de l'organisation de la chaîne de valeur. Ben voilà, à l'inverse d'une intégration verticale, ben ça permet d'être très souple dans les allocations du lait, dans différents types de transformation, par exemple, parce que vous n'êtes pas tenu de rentabiliser un outil industriel à tout prix. Mais c'est un modèle qui peut être très, très risqué s'il y a des déséquilibres dans les rapports de pouvoir avec tout ce qui est en aval dans la chaîne de valeur. Par exemple, s'il y a un déséquilibre des rapports de pouvoir entre les éleveurs et les transformateurs, c'est un modèle qui peut être très dangereux et qui peut être aussi très dangereux s'il n'y a pas beaucoup de demandes sur le marché pour le lait comme matière première. Donc, chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. Et donc, voilà, la coordination verticale, ben, ça peut être intéressant quand il y a beaucoup de nouveaux marchés porteurs et que ça permet d'aller allouer le lait là où c'est intéressant, là c'est jugé intéressant. Et donc, pour terminer, l'intégration verticale, ben, ça offre une sécurité, c'est que ça permet de... Enfin, c'est la raison historique de l'intégration verticale dans le secteur laitier, c'est que on sait que le lait va être utilisé dans l'outil. Et ça permet aussi de maîtriser d'une certaine manière la stratégie de transformation, mais il y a avec le risque en fait la rationalité industrielle prime sur tout autre choix stratégique de valorisation du lait. Donc l'idée c'est que l'outil et l'orientation stratégique de l'outil déterminent ce qu'on fait avec le lait. Et donc voilà, des éléments de contexte qui font que ce modèle fonctionne bien. Mais donc, l'enseignement principal de cette analyse, en fait, c'est que, voilà, il n'y a pas de meilleur modèle coopératif. Le meilleur modèle coopératif, il est dépendant du contexte et donc, il y a une réflexion qui peut être menée sur le modèle coopératif qui est le plus adapté. Et bien connaître son modèle coopératif, ça permet aussi de bien anticiper les effets adverses du modèle coopératif sur les éleveurs, notamment sur leur engagement. Voilà. Et alors, en lien avec cette analyse des différents modèles coopératifs, on a étudié en fait le paysage actuel dans les chaînes de valeur longues de transformation du lait. On a étudié la coexistence de modèles coopératifs
et en particulier ce que cette coexistence permettait dans le soutien de trajectoires de diversification des productions. En fait, on est parti du constat que dans les chaînes de valeur longue, il y avait une évolution avec, à côté des coopératives verticalement intégrées, des nouveaux modèles qui se développaient et auxquels les éleveurs pouvaient participer tout en restant membres de la coopérative verticalement intégrée. Il y a ce qu'on appelle la coopérative de labellisation. Donc, en fait, cette coopérative, qu'est-ce qu'elle fait? Elle labellise le lait des éleveurs. Elle rassemble en général des éleveurs, des consommateurs, des transformateurs. Elle collecte une partie du lait des éleveurs qu'elle labellise moyennant un cahier des charges, ce qui permet en fait de faire des produits de qualité différenciée. Voilà. Donc ce lait est labellisé et les produits sont labellisés. Il y a évidemment les coopératives de marque qui se développent également et qui, elles, en fait, elles rassemblent des éleveurs et des consommateurs en général. Et elles achètent aux transformateurs de la coopérative de labellisation ou bien aux laiteries industrielles des produits qu'elles commercialisent sous sa marque. Et alors, à côté de ces modèles-là, il y a aussi des coopératives qui ne sont plus verticalement intégrées, en fait, qui récoltent le lait des éleveurs. Ce lait doit correspondre à un cahier des charges également, donc de la même manière que la coopérative de labellisation. Et ce lait est ensuite commercialisé à différents transformateurs qui utilisent ce lait de qualité différenciée pour produire des produits de qualité différenciée. Et nous, face à cette évolution du paysage, oui, alors, juste pour info, voilà, en fait, tous ces nouveaux modèles, ce sont typiquement, on n'est plus dans l'intégration verticale, on est dans des modèles de coordination verticale de la chaîne de valeur. Et on s'est demandé, voilà, finalement, quel est l'apport de ces modèles sur les trajectoires de diversification et qu'est-ce que la combinaison des modèles permet que la laiterie verticalement intégrée ne permet pas. Et donc, on s'est basé sur le positionnement des acteurs, les interactions et leur représentation. Et en fait, c'est intéressant de constater que donc, ces nouveaux modèles, ils axent bien leur développement stratégique sur une diversification des productions, soit parce que le lait est une matière première de qualité différenciée ou parce que le consommateur associe une plus-value au produit final. Et alors, ils ont développé des mécanismes spécifiques qui permettent de rémunérer certains éleveurs, notamment les éleveurs qui produisent ce lait de qualité différenciée. Et c'est une rémunération qui vient en plus de la rémunération qu'ils touchent de leur laiterie verticalement intégrée quand ils en sont membres. Et ça, c'est un mécanisme particulier. Et donc, en fait, ce qui... Oui, ça, je vais peut-être passer parce que c'est plutôt anecdotique. Voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette combinaison de modèles coopératifs, elle répond à des verrouillages. Ce qui n'est pas possible de faire ou ce qui n'est pas stratégique de faire dans la coopérative verticalement intégrée, c'est-à-dire de retirer une partie de son lait de ses trajectoires de rentabilité industrielle pour aller explorer des faibles marchés, des marchés de niche, en fait, qui sont à faible volume, qui sont en croissance, mais qui sont à faible volume. Donc, ces marchés basés sur le lait de qualité différenciée, ça n'est pas stratégique de le faire pour elles. C'est une transition qui est peu susceptible de remporter une adhésion large de leurs éleveurs. Et donc là, on est dans des logiques de démocratie, de gouvernance coopérative. En fait, la qualité différenciée, ça concerne certains éleveurs, mais ça ne les concerne pas tous. Et donc, certains pourraient se montrer très critiques vis-à-vis du fait que la coopérative investisse dans ces voies-là. Et alors, surtout, statutairement, les coopératives verticalement intégrées sont tenues à une égalité de traitement statutaire entre les éleveurs laitiers, ce qui fait que si elles décident de rémunérer certaines caractéristiques de qualité différenciée, ça peut être très problématique pour ces laiteries-là. Et en fait, ces nouveaux modèles, ils contournent ces verrouillages, ils externalisent l'investissement, ils externalisent la rémunération additionnelle aux éleveurs laitiers qui produisent ce lait. Et ils sont dans une configuration de désintégration verticale, ce qui permet en fait d'allouer le lait au sein d'un écosystème de transformateurs
et surtout de générer un dialogue entre les éleveurs et les transformateurs sur qu'est-ce que la qualité. Parce que la qualité, ce n'est pas un absolu. La qualité, c'est ce qu'on appelle une réalité négociée. Il faut se mettre d'accord sur voilà, quelle est la qualité qu'on défend, quelle est la qualité qu'on va aller vendre auprès du consommateur. Et ça nécessite un dialogue. Et donc, pour que ces modèles-là fonctionnent, il y a quand même, il faut être très attentif. Mais pour que ces modèles-là fonctionnent, il faut être très attentif sur les rapports de pouvoir entre acteurs. Voilà. Pour que le dialogue ait lieu, il ne faut pas qu'on soit dans une relation de pouvoir où l'un pressurise l'autre pour obtenir le meilleur prix. Et alors, il faut évidemment que chaque acteur concerné soit dans une logique de viabilité économique. Il faut que ça fonctionne pour chacun. Et donc, c'est des équilibres qui sont moins évidents on va dire que des équilibres dans une filière de production industrielle. Mais voilà, c'est une porte ouverte à la possibilité de créer des produits de qualité différenciée et de pouvoir les mettre sur le marché, de pouvoir rémunérer les éleveurs, tout ça. Voilà. Et alors rapidement, donc, on a aussi travaillé sur voilà, l'interaction entre les éleveurs laitiers et leur filière. Et donc, les enseignements liés à ça, j'ai mis le lien ici en dessous vers l'article qui discute de tout ça. Et donc, il y a notamment des schémas intéressants sur tout ce qui impacte en fait les éleveurs laitiers dans leur changement de trajectoire. Mais donc, en fait, par rapport à ça, voilà, il faut dire que ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, les trajectoires des éleveurs laitiers et les modèles de ferme qu'ils développaient, ils étaient fortement déterminés par les exigences qui étaient posées par les laiteries par rapport aux laits produits. Et donc, Anne-Sophie, on a déjà touché un mot. Mais en fait, les trajectoires des éleveurs laitiers, elles sont aussi fortement déterminées par leur identité en tant qu'éleveurs laitiers, donc la manière avec laquelle ils se définissent comme éleveurs laitiers, et aussi la perception qu'ils ont des contraintes auxquelles ils sont soumis et la manière d'y répondre. Et donc ça, c'est évidemment, ça peut être lié à tout l'environnement dans lequel ils évoluent, dans lequel ils sont formés, donc notamment les écoles d'agriculture, comme Sophie l'a souligné. Et alors, ce qui était aussi intéressant, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, voilà, donc ça c'est le lien avec tous les systèmes d'enseignement, tout ça, c'est qu'en fait, dans leur rapport à l'action collective, les exploitants, ils envisagent l'action collective très rarement. Quand on leur demande comment ils envisagent des trajectoires de transition, c'est très souvent faire, mais sans forcément qu'ils fassent un lien avec l'action collective, et notamment l'action coopérative. Et pour expliquer ça, les éleveurs en fait citent des facteurs comme le fait qu'ils sont souvent même mis en concurrence entre eux, notamment sur l'accès à la terre. Ce n'est pas un environnement qui favorise en fait la prise en compte de l'association et du travail collectif. Et il parle aussi du fait qu'ils souffrent d'une image assez négative dans la société et que de ce fait-là, ils sont peu connectés en fait avec d'autres acteurs. Notamment, ils sont très peu connectés avec des transformateurs dans la chaîne de valeur. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai dit maintenant. Et donc, finalement, les principaux enseignements ou les principales recommandations qu'on a issues de la recherche, c'est que, voilà, mettre en place des trajectoires de diversification, ça implique les éleveurs, mais ça n'implique pas que les éleveurs. Et donc, il faut absolument que se développe une connectivité entre les éleveurs et les autres acteurs dans la chaîne de valeur, depuis les éleveurs jusqu'aux consommateurs finalement. Et donc pour ça, ce qu'il faut, c'est déjà une bonne compréhension des modèles coopératifs qui sont possibles pour que finalement, en concertation, puissent se définir les modèles coopératifs qui soient les plus adaptés. Il faut évidemment des programmes d'éducation, il faut des programmes de formation continue. Mais ce qu'il faut aussi, c'est un dialogue à l'échelle de la chaîne de valeur. Finalement, qu'est-ce qui rassemble, qu'est-ce qui divise les acteurs, comment déminer les tensions, notamment entre éleveurs et transformateurs, voilà, quels incitants mettre en place pour un engagement à l'action collective. Et puis, c'est ce que je disais à propos de la qualité. La qualité, c'est une réalité négociée, mais les trajectoires aussi, c'est une réalité négociée.
Et donc, il faut absolument réfléchir sur les visions communes qu'on peut bâtir avec les éleveurs pour l'avenir. Ça, je vais peut-être passer parce que j'en ai pas beaucoup parlé au niveau théorique, mais donc, quand on parle de verrouillage, il faut vraiment les contextualiser, il faut les penser comme un phénomène qui est ancré dans les spécificités d'un contexte local. Et donc, finalement, ben voilà, changer des trajectoires de production agricole, c'est d'abord penser à construire des chaînes de valeur qui permettent de soutenir des trajectoires agricoles différenciées, notamment à travers des produits agricoles qui sont différenciés parce qu'ils ont un lien avec le modèle de ferme qui les produit. Et donc, voilà. Mais très bien. Mais tout d'abord, je tiens à remercier les premiers intervenants parce que là, je vois que les sujets ont été bien approfondis et ça reflète bien la réalité du terrain. Effectivement, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ces sujets-là. Moi, je vais faire un peu part de l'historique du pourquoi nous avons créé notre coopérative et les difficultés que l'on a rencontrées au cours de notre première année, puisqu'on a créé notre coopérative le 15 septembre 2020. Voilà. Donc, c'est un projet. Bon, je me présente déjà, Jean-Louis Neuvé, je suis administrateur et président, un des 3 administrateurs de la coopérative Pure Ardennes. Voilà. Donc, c'est un projet que l'on a mûri depuis 3 ans. Avant sa création, on était tout un collectif de producteurs de lait qui était décidé plus ou moins suivant les producteurs à changer de modèle, à valoriser notre région. Et au bout des 3 ans, ça s'est un peu décanté dans le groupe de réflexion, forcément. Alors, sont restés les plus motivés. Si bien qu'à la fin, nous étions 3 éleveurs. Au départ, nous étions une vingtaine. 3 éleveurs à déterminer, à monter notre projet de coopérative et à faire toute une étude de marché pour voir de quelle manière on pouvait commercialiser notre lait. Parce que sachant bien que, comme on l'a dit plutôt dans les débats, qu'on devait quitter entièrement nos coopératives ou notre industrie privée qui achetait l'entièreté de notre lait. Voilà, donc ça a été une très grande difficulté de trouver des transformateurs, c'est-à-dire qu'on s'est intégré dans un système de coordination verticale. Et alors, bon, il fallait qu'on s'appuie sur une filière avec un transformateur, avoir des débouchés au niveau des grossistes, des grandes surfaces. Voilà, il faut valoriser. On devait, je vais dire, recréer une toute nouvelle filière, quoi, parce qu'on arrive là vraiment on était des précurseurs dans le secteur laitier, sachant que l'industrie laitière existante ne nous facilitait pas les choses. Voilà. Donc, quels étaient nos atouts? Ici, région de la Baraque-Fréture, on avait déjà notre terroir. Le terroir, commune de Lierneux, Vialsam, c'est des communes de Haute-Ardenne. Donc, on avait l'image de la Baraque-Fréture aussi, du pâturage extensif aussi. Donc, on a quand même fait toute une réflexion pendant plus d'1 an sur quels étaient les critères qu'on devait mettre en avant pour avoir une production différenciée au niveau de la qualité. Alors, ce n'est pas tout d'avoir une qualité différenciée, mais il faut avoir une image différenciée aussi pour pouvoir valoriser son lait, parce que, bon, pour la majorité des consommateurs ou des commerciaux, tous les laits sont blancs. Donc, après, il faut avoir un cahier de charge bien défini au niveau de la coopérative, à savoir que on est parti finalement lors des dernières réunions avec un groupe de 8 producteurs. Voilà, finalement, il y a 8 producteurs qui se sont décidés à quitter leur laiterie et à tenter l'aventure avec la coopérative Pure Ardennes. Donc, ces 8 producteurs-là ont signé notre cahier de charge, qui est très restrictif sur les normes de biodiversité, sur les prairies permanentes. Voilà, on essaie de mettre un accent sur les atouts environnementaux, de toute façon. Ça, c'était la première chose. Ensuite, c'est vrai qu'on profite de l'image de la Baraque-Fréture.
Voilà, ça c'est un peu le pourquoi du comment. Une autre raison aussi, c'est que sachant que notre prix du lait via la grosse industrie était calqué depuis des décennies sur le prix du marché mondial, sachant que le prix du marché mondial fluctue énormément, mais si on fait une moyenne sur 30 ans, on avait toujours le même prix du lait depuis 30 ans. Et on se rendait bien compte que la production laitière dans la région disparaissait petit à petit d'année en année et que sur le moyen long terme, il n'y avait plus d'avenir pour la production laitière. Donc notre objectif, c'était dans un premier temps de stabiliser notre prix du lait, ne plus être sous l'effet des fluctuations du marché mondial. Et puis la deuxième raison, c'est d'avoir une plus-value, un meilleur prix de notre lait via notre cahier de charge qualitatif. Voilà, ce sont les raisons principales qui… Mais tout d'abord, ça a été les effets des dernières crises du prix du lait. La première en 2009, et puis il y en a eu d'autres crises moins graves, mais bon, il y en a eu deux suivantes courant des années 2010 et 2020. Donc, les producteurs fatigués un peu de toute cette fluctuation. Et sachant qu'on avait un terroir ici, on n'admettait plus d'être payé à un prix de massification, un prix mondial. Ça devenait incompréhensible. À savoir même qu'ici en Ardennes, on a un AOP beurre Ardennes et que la majorité des laits Ardennes sont récoltés et massifiés avec du lait d'autres régions. Et nos producteurs de Haute-Ardenne ou d'Ardennes n'ont pas un meilleur prix du lait parce qu'ils ont une crème AOP. Donc, il n'y a pas de différenciation comme il se fait en France, par exemple, pour le comté ou voilà, certains AOP. Donc, ça, c'était une raison supplémentaire. Donc, ensuite, comme l'a bien dit Madame Franzen, je crois la dernière intervenante, c'est Véronique Deherde, oui, voilà. Je pense qu'il faut être très vigilant aussi sur l'équilibre de rapport de force des maillons de la chaîne aussi. Ça, c'est un… Bon, je veux dire, entre guillemets, on l'a appris un petit peu à nos dépens. Il faut que tout soit bien défini dans des contrats, dans des rapports équilibrés. Parce que malgré tout, il y a tous les maillons de la chaîne doivent gagner leur vie, mais malgré tout, ça reste quand même une chaîne qui s'appuie sur des process industriels, même si on produit du local. Et chacun essaye quand même, malgré tout, d'avoir une part de bénéfice plus importante que l'autre. Donc, tout doit être bien contractualisé et bien défini dans des contrats solides au départ. Ça, c'est une règle de base. Et je veux dire, s'appuyer sur des partenaires fiables. Ça, c'est très important. Parce que quand vous êtes nouveau dans le secteur, il pourrait très bien y avoir certains partenaires qui sont un peu malveillants ou qui voudraient profiter un peu de votre insouciance de nouveaux venus sur le marché. Et voilà, donc il faut être très, très vigilant de ce côté-là. Aussi, petite remarque, où il y aurait un travail à faire important, c'est qu'à savoir la labellisation lait de pâturage actuellement est faite sous la norme Way de Melk, donc la norme lait de pâturage Campina hollandaise. Donc, actuellement, on est en demande de certification, parce que malgré qu'on a un cahier de charge pâturage, tout ça, au niveau des instances, on n'est pas reconnu comme les laits de pâturage encore, donc on doit demander une certification Way de Melk qui se fait uniquement via le comité du lait flamand. Donc même notre comité du lait de Baptiste n'est pas agréé pour donner la certification Way de Melk. Donc là, je pense qu'il serait quand même grand temps que la province de Liège et l'est du pays, qui est quand même la région de pâturage par définition du pays, puisse avoir quand même une certification, je vais dire, propre à elle. Ça, c'est quand même un point très important. Surtout pour appuyer aussi la qualité différenciée de nos produits laitiers, parce que le Way de Melk, c'est une norme hollandaise qui est malgré tout très laxiste, et malgré que notre cahier de charge est bien plus restrictif, mais bon, voilà. Ce qu'il faut pour l'industrie, c'est le Way de Melk. Voilà, c'est ce qui est reconnu.
Donc, je ne sais pas ce que je peux encore ajouter. Oui, nous avons créé notre marque de lait aussi, le lait de la baraque, qui sera prochainement modifié en lait de la baraque Fréture, parce qu'on voulait que ce soit un peu plus je vais dire, expressif au niveau de la marque. On se trouve dans un produit haut de gamme au niveau commercialisation. Globalement, je vais dire, l'approche commerciale et le reçu oui, du consommateur est très bon. Voilà, il y a une demande pour ce type de produit. C'est plutôt pour le consommateur averti qui est conscient de son comportement de consommation, comme on a dit plus tôt dans la réunion. Hein, c'est clair que le comportement du consommateur aura un impact sur l'environnement de toute façon, à moyen et long terme, ça c'est sûr. Si le consommateur se dirige uniquement sur des produits premier prix, ben, c'est clair que indirectement, ça a un impact négatif sur l'environnement, ça c'est sûr. Mais bon, on remarque que, bon, je pense que d'année en année, il y a un pourcentage plus important de consommateurs qui se dirigent vers des produits identifiés, où les producteurs sont identifiés et sachant de quelle manière c'est produit. Ça, c'est un peu notre cheval de bataille. D'ailleurs, sur notre boîte de lait, il est bien indiqué, on voit les photos des 8 producteurs, on a une explication des méthodes de production dans les exploitations. Et plus l'origine géographique qui est indiquée. Ça, c'est très important. Alors, bon, comme toutes les coopératives, hein, on essaye, bon, on n'a qu'un an, mais je pense qu'on va se diversifier progressivement pour faire un maximum de plus-value au niveau de notre lait. Mais le lait UHT était d'abord un cheval de bataille parce que c'est entre guillemets, ça reste quand même un produit d'appel, malgré si on est haut de gamme. Donc, c'est une façon de faire connaître la marque Baraque de Fréture. Et puis ensuite viendra certainement la crème ou la crème glacée. On a un peu de quelle manière on approche l'avenir. Voilà. Jean-Louis, je vois qu'il y a une question dans le chat. C'est haut de gamme, c'est quelle gamme de prix en fait? On est au-dessus du lait Ferbel au niveau gamme de prix, c'est-à-dire minimum 1,35 € pour le litre de lait demi-crémé, 1,78 € pour le litre de lait entier. Voilà. À savoir qu'on est le seul lait sur le marché pour lequel les producteurs sont identifiés et avec un cahier de charge de production environnementale, c'est-à-dire sur des mesures de biodiversité, sur des MAE de la PAC, sur une faible charge de bétail à hectare. Ici, nous, on est les seuls à exiger une surface, par exemple, d'1 hectare pour 3 vaches. Donc, c'est 3 vaches pour un terrain de football en zone de pâturage. Voilà, avec nos 180 jours de pâturage. Tout à l'heure, je citais le Way de Melk, la norme de référence hollandaise qui est voilà, en Belgique. Mais c'est 120 jours de pâturage au lieu de 180. Et là, les normes de densité de bétail à l'hectare sont bien plus élevées. Je pense qu'elles sont 3-4 fois plus élevées. Voilà, donc ici, on a vraiment axé notre cahier de charge sur la durabilité, parce qu'on a une production sans soja, sans OGM, une autonomie alimentaire au niveau des exploitations. Voilà, on voulait vraiment mettre en avant, finalement, il n'y a pas eu de gros changements sur nos exploitations, c'était déjà notre façon de faire au départ. Donc, c'est ça qui nous, je vais dire, nous a motivés aussi à mettre en avant la qualité différenciée de notre lait. On n'acceptait plus que notre lait soit noyé dans la masse. Voilà.